Merci de nous accompagner sur cette quatrième et dernière table ronde de la journée. Vous le savez, la ville de Lille a subi une cyberattaque dans la nuit de mardi à mercredi dernier, affectant le standard téléphonique, le service d'état civil et plusieurs logiciels utilisés par la municipalité. Monsieur Thévenot vient de nous en parler pour la ville de Valoris. C'est ce qui leur est arrivé il y a 1 an et demi. La propagation a été rapidement stoppée et les investigations sont en cours à Lille. En fait, même si la chute des cybergangs que sont Réville en 2021 et Conti en 2022 a refroidi un temps les cybercriminels, certains experts estiment que l'écosystème du ransomware se réinventera en 2023, privilégiant des opérations plus discrètes et plus difficiles à tracer. Payer ou ne pas payer les cyberrançons, cruel dilemme. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, adoptée définitivement mi-décembre 2022, devrait confirmer l'assurabilité de ce risque. En fait, elle fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. L'indemnisation des pertes et dommages causés par une cyberattaque sera autorisée si la victime porte plainte dans les 72 heures après avoir eu connaissance de la situation, même si plus de 50% des entreprises payant la rançon ne retrouvent jamais les données pour autant. De fait, dans son rapport annuel 2022, Chainalysis, le spécialiste du suivi des transactions en Bitcoin, constatait une baisse drastique du montant des rançons payées, celle-ci étant liée au fait que les victimes refusent de plus en plus de payer. Une prise de conscience sur le fait que la résilience repose aussi sur sa capacité à restaurer ces données et donc à protéger. Nous l'avons vu déjà 2 fois ce matin avec la IST 83 et avec la ville de Valoris. Protéger coûte que coûte les données de l'entreprise, les sauvegardes de l'entreprise, par exemple en restreignant l'accès aux serveurs, en limitant la communication sortante. La revue Le Monde Informatique a publié d'ailleurs le 5 janvier dernier 9 mesures à mettre en œuvre pour protéger les sauvegardes. Question. Les collectivités territoriales, les entreprises, les organisations sont-elles bien armées pour répondre à une cyberattaque? La taille de l'organisation est-elle un facteur déterminant? La rupture du lien Internet avec les administrés ou les clients est-elle préjudiciable? La fuite des données personnelles peut-elle être évitée en toutes circonstances? Pour en débattre, j'invite à me rejoindre sur cette table ronde donc M. Bernard Testu, qui est l'ex-RSSI de l'hôpital d'Arbres, qui est en visioconférence avec nous, puisqu'il est aujourd'hui installé à l'hôpital de Vichy. Monsieur Benoît Bresson, directeur d'innovation e-santé Sud. Madame Aude Folcher, responsable cybersécurité de la Somei. Installez-vous, Aude. Monsieur Diego Sanz, référent risque cyber chez Verspieren. Monsieur Fabien Suchot, référent cyber pour la gendarmerie, la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Monsieur Julien Valiant, RSSI de Aix-Marseille Université. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Monsieur Testu. Bonjour. Après la médecine du travail, vous nous entendez bien? Oui, parfaitement. C'est que du bonheur alors. Mm. Après la médecine du travail, après la ville de Valoris, nous allons découvrir la cyberattaque qu'a connue l'hôpital d'Arles. C'était début août 2021. Oui, c'était le 2 août exactement, dans la nuit du samedi au dimanche. Donc la manière dont ça s'est passé, c'est que moi j'étais d'astreinte à ce moment-là. Et j'ai été appelé par les services de soins, notamment au niveau des urgences, parce qu'ils commençaient à avoir des difficultés pour pouvoir accéder au système d'information. À partir de là, je me suis connecté sur le système d'information à distance et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de grosses difficultés. Je n'arrivais pas à me connecter de manière simple sur le système et beaucoup de lenteur. Donc j'ai décidé de me déplacer. J'étais sur place aux alentours de 3h20 à peu près. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un petit peu le tour de l'infrastructure.
Parce qu'à ce moment-là, on était en train de faire des travaux sur un changement de système de stockage, un changement de SAN sur l'établissement. Donc, je pensais qu'il y avait potentiellement un effet de bord sur cette partie-là. Et après avoir fait différentes vérifications sur l'infrastructure, j'ai rien trouvé de particulier. C'est à un moment où j'ai commencé à regarder d'un peu plus près la partie Active Directory notamment. Et sur le premier serveur d'Active Directory où je me suis connecté, j'ai pu remarquer des fichiers qui étaient chiffrés. À partir de ce moment-là, ma première action, donc là il était aux alentours de 3h45, 4h à peu près du matin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement le système d'information en autarcie, en coupant tous les accès à partir de la salle machine sur le système les deux cœurs de réseau et les deux salles machines de l'établissement. Ce qui a permis donc de limiter la propagation au niveau des postes de travail de l'établissement, aussi le lien avec les différentes sociétés et autres établissements du groupement hospitalier de territoire dont Arles fait partie, qui est le groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence, dont la PHM est l'établissement support et qui regroupe l'ensemble des établissements des Bouches-du-Rhône, soit 13 établissements au total, plus l'hôpital militaire Laveran. Donc j'ai effectué les coupures de ces différents systèmes, aussi un lien qui allait vers le CHU de Nîmes pour la partie imagerie, et aussi les liens donc vers le GIP du MIPI à Toulouse et aussi au Cantis sur Poitiers et Limoges, entre autres. Donc ça a permis de circonscrire, on va dire, la propagation. Et à partir de là, j'ai fait les opérations de base de vérification et d'information auprès du cadre de garde, du directeur de garde, et préparer l'arrivée de mes collègues pour 8 heures du matin pour faire le tour de l'établissement au niveau de chaque service et informer les services de fermer l'accès au niveau des postes de travail, de les couper de manière générale, de telle manière à éviter tout rebond complémentaire. Après, Non, nous y reviendrons si vous voulez oui, bien. tout à fait, exactement, On va laisser justement bien sûr. planter le décor. Vous le remarquez, hein, pour tous ceux qui suivent les tables rondes depuis ce matin, on est parti d'une petite entité avec pas beaucoup de systèmes informatiques. On est passé à la ville de Valoris qui en avait déjà beaucoup plus. Et là, on est carrément sur un hôpital. Et là, ça commence à parler sévère, à parler lourd. On est sur du lourd. Monsieur Bresson, selon vous, donc nous l'avons vu, hein, l'hôpital d'Arles a été attaqué, c'est pas le seul, il y en a eu plusieurs en 2022. Selon vous, les établissements de santé sont-ils des cibles faciles? Alors, très bonne question. Je me présente rapidement, Groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Nous sommes une délégation de l'ARS sur la dimension du numérique en santé. Et donc, nous avons une mission d'accompagnement régional sur l'ensemble des établissements, publics et privés d'ailleurs, d'accompagnement, notamment avec une cellule dédiée qui s'appelle la cellule CAPSI, qui est une cellule d'appui à la protection des systèmes d'information. Et donc, on a de ce fait une vision assez large. Et donc, pour répondre à votre question, il y a des niveaux de maturité qui sont assez différents et évidemment, il y a une certaine attractivité, on le voit bien du point de vue des hackers, à attaquer ces établissements. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, puisque la plupart du temps, en tout cas au niveau du public, il n'y a pas de rançon de payer. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces établissements sont attaqués. On a des premiers éléments de réponse sur le dark web avec des dossiers médicaux à plus de 300 €, le dossier médical, dans lequel il n'y a pas la totalité du dossier médical d'ailleurs. Donc la donnée de santé commence à avoir une valeur, elle se monnaie. Il y a d'autres enjeux, notamment maintenant, et d'ailleurs on le voit bien avec ChatGPT, tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. On a besoin de faire tourner les algorithmes et de leur faire apprendre les choses. C'est toujours pas mal d'aller piocher les données. Et vous parliez tout à l'heure d'aller piocher ces données de manière assez silencieuse. Et j'ai bien peur que ça soit effectivement un véritable enjeu de pouvoir aller prendre ces informations-là. D'ailleurs, j'avais des échanges avec l'ancien directeur
du CHU de Nice, qui à l'époque me disait c'est un vrai trésor, aujourd'hui on ne fait pas encore tourner d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc eux n'avaient encore pas osé travailler dessus et malheureusement ils ont été attaqués et je pense qu'il y avait un enjeu de ce type derrière. Donc oui, il y a une certaine fragilité, en tout cas nous, ce que l'on constate, c'est que, et on parlait précédemment aussi de la problématique de la sensibilisation des personnels, il y a une difficulté technique, technologique bien sûr, il y a des principes à tenir aussi sur les systèmes d'information au regard du chiffrement et au regard de tout ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir sécuriser les systèmes, mais évidemment la sensibilisation des utilisateurs est un point clé. Donc oui, il y a une certaine faiblesse et l'autre faiblesse aussi, puisque l'élément complémentaire qu'on peut retrouver par rapport à d'autres types de structures qui ne seraient pas orientées autour de la santé, c'est l'émoi que ça peut créer. Parce que quand on a réussi, et là vous évoquiez tout à l'heure qu'assez rapidement vous aviez réussi à mettre en autarcie l'établissement, c'est très bien. Quand on ne le fait pas suffisamment tôt, on se retrouve dans une situation où l'établissement a énormément de mal à pouvoir redémarrer. On ne souhaite pas payer, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour redémarrer ? Comment est-ce qu'on fait pour continuer de travailler ? Et surtout, et on le voit, hein, il y a des chiffres qui sont sortis autour de la difficulté des établissements à pouvoir continuer à prendre en charge leurs patients. Dans les services d'urgence, c'est au moins 50% de baisse de prise en charge. Donc, si on n'est pas dans un moment de tension au niveau des urgences, ça peut le faire, et il y a des tensions solidaires, et il y a des organisations territoriales qui permettent de le faire, de faire des tensions solidaires entre urgences. Mais quand on se retrouve, et en PACA on le sait très bien, dans des moments où la population envahit le territoire, les tensions solidaires, ça ne fonctionne plus. Et évidemment, c'est toujours dans ces cas, dans les moments-là où ça se produit. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette problématique de fragilité, peut-être si quand même juste évoquer. Ça crée un certain émoi et on a une perception des professionnels médicaux internes que le système d'information, même si on a des exemples tous les jours et on en parle aujourd'hui, ne peut pas tomber, ou en tout cas que ce n'est pas leur sujet, alors qu'en fait ils sont percutés de plein fouet sur le fait que c'est leur sujet, puisque quand il n'est plus disponible, il va falloir prendre en charge les patients malgré tout. Donc là, nous sommes financés aujourd'hui, il y a des financements qui tombent pour mettre en œuvre des exercices de gestion de crise. Et donc c'est essentiel que les professionnels de santé soient en capacité de mettre en œuvre un plan de continuité d'activité, le temps où les techniciens font le travail pour remettre en opérationnalité leur système d'information. Et on s'aperçoit là aussi, en termes de maturité, que c'est compliqué, c'est-à-dire c'est compliqué pour le démarrer, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour retrouver les données. Si je n'ai pas été formé, même si au niveau technique, on a mis des données quelque part sur des machines, ou si on a des impressions possibles, ou si des impressions ont été faites sur les prescriptions sur les patients en cours, si on ne sait pas exercer à ça, c'est extrêmement compliqué pour se mettre en route. Donc on a des temps de latence, et c'est là qu'on a des risques évidemment sur les prises en charge. Et puis ensuite, il y a dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ça redémarre, comment on fait pour repartir avec les bonnes informations, les bonnes données, les bonnes prescriptions en cours, et comment on évite d'avoir le moindre risque sur les patients. Et donc là, effectivement, la cellule d'appui à la protection des systèmes d'information œuvre beaucoup à mettre en place des exercices de gestion de crise où on se met en condition avec des événements qui arrivent, comme dans une vraie cellule de gestion de crise. On découvre les choses au fur et à mesure, la tension devient de plus en plus importante, on commence à avoir le préfet qui appelle, tout ça commence à arriver, il faut savoir réagir, et mine de rien, si on n'a pas vécu et si on ne sait pas coordonner, c'est compliqué. Donc voilà, donc je parlais de sensibilisation, mais il y a deux niveaux de sensibilisation, la sensibilisation avant et la sensibilisation après. Pendant surtout, puisque là on est véritablement dans ce que c'est le thème de cette table ronde, c'est la gestion de la crise. Enfin, quand on est les pieds dedans. Les établissements publics ont naturellement une approche d'ouverture, Monsieur Testu et vous-même, Monsieur Bresson, venez nous le dire, et de facilité d'accès, puisque c'est leur mission. Cet ADN d'ouverture au public, d'ouverture de l'information, du partage d'informations, et même antinomique à l'idée de bunkérisation physique et informatique. Les hôpitaux ne sont pas les seuls concernés. Monsieur Valiant,
Le monde universitaire et de la recherche, j'imagine qu'il est confronté au même problème. Oui, 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 complètement. Alors, au niveau de Aix-Marseille Université, on est vraiment dans une situation très, très complexe en termes de sécurité. Alors, déjà par rapport au volume, pour donner des ordres de grandeur, Aix-Marseille Université, c'est 90 000 étudiants par an. On a 17 000 acteurs, enfin 17 000, on va dire, fonctionnels dans l'université pour qu'elle fonctionne. On a 270 000 comptes actifs. C'est 5 fois plus que la population de Salon de Provence. Chaque habitant de Salon de Provence, on peut leur donner 5 comptes de l'université, il nous en reste. Donc c'est assez spectaculaire. On a une configuration territoriale qui est très élargie. On a une situation multisite. Ça va de Aix, évidemment, Marseille, mais on a aussi des choses à La Ciotat, Avignon, Toulon, etc. On est dans un système qui est extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer les personnes et leur dire bah, vous rentrez si vous avez un badge. C'est pas comme ça que ça marche. Un étudiant peut venir, même peut venir le soir, il peut venir réviser, il peut venir faire une maquette avec ses autres camarades étudiants. Donc c'est quelque chose qui est très ouvert. Et en plus de ça, on a une culture du partage de la connaissance. On a des étudiants qui viennent ici pour prendre de la connaissance, pour acquérir de la connaissance, et on a des chercheurs qui sont évalués sur leur capacité à pouvoir partager la connaissance, sur leur publication. Donc quand on va voir des chercheurs qui leur disent attention, la confidentialité, classification de l'information, le chiffrement, etc., ils disent, mais moi, au contraire, plus mon travail il est connu, et mieux c'est pour mon établissement et pour mon travail de recherche. C'est mon boulot de partager l'information. Donc on est dans une situation qui est très complexe. Et en plus de ça, on a en face de nous toutes les prédations possibles et imaginables. En fait, si on faisait un bingo de toutes les nuisances possibles, on les a toutes. On a l'espionnage économique, on a l'espionnage industriel, on a l'espionnage étatique, on a la cybercriminalité, on a la déstabilisation parce que voilà, on pourrait ne pas être d'accord avec des types de recherches qui seraient faites dans nos établissements. C'est monstrueux. Voilà. Mais on doit quand même faire. Et puis c'est pour ça qu'on a une université qui marche quand même assez bien, parce que on a aussi, on va dire, la nécessité de partager la culture de la sécurité, étant donné que ce n'est pas possible de bloquer les choses et de bunkériser, comme tu disais, on est obligé de s'appuyer sur la coopération des personnes. Comme on dit, hein, la sécurité d'une cité ne dépend pas uniquement dans la hauteur de ses murailles, mais aussi dans le caractère de ses citoyens. C'est-à-dire que les personnes dans un système d'information ne sont pas le maillon faible, ils sont les maillons forts. C'est eux qui sont aux premières lignes d'une prédation, d'une attaque informationnelle structurée, etc. C'est eux qui reçoivent le mail de phishing ou alors avec la pièce jointe sur laquelle il faut cliquer. Donc ils doivent absolument avoir la bonne attitude. Pour avoir la bonne attitude, ils doivent comprendre l'attitude. Surtout quand on a, comme chez nous, des personnes qui ont fait 5 fois plus d'études que moi. Et il faut qu'ils comprennent la chose pour pouvoir, à un moment, le mettre en œuvre. Donc on a un besoin comme ça pédagogique. Et puis en plus de ça, c'est très intéressant parce que c'est pas comme les accidents du travail, quoique on est vraiment, le numérique dépasse les frontières du professionnel. C'est-à-dire qu'en plus, les choses qu'on pourrait inculquer à nos utilisateurs vont au-delà de simples contextes professionnels et arrivent aussi dans les foyers qui leur permettent aussi de pouvoir prémunir par exemple leurs enfants ou leur environnement de prédation informationnelle, peut-être aussi de nature différente, mais auxquelles ils sont obligatoirement confrontés. On l'a vu ce matin hein, sur les tables rondes, ça a été évoqué, hein, si certains hackers lancent leur filet à l'aveugle, hein, c'est la pêche au chalut, hein, d'autres ciblent leurs victimes, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui en plus a des sous. Madame Fauché, comment menez-vous vos missions de responsable cyber au sein de votre entreprise? L'environnement est-il plus simple à appréhender que dans les services publics? Bonjour à tous. La question elle est intéressante, Christophe. Est-ce que c'est plus simple? Je vais essayer de parler de mon expérience. Je vais essayer de résumer et pas tout expliquer, partir sur certaines missions qui me semblent intéressantes ce jour. Alors, pour contextualiser, donc moi je suis responsable cybersécurité à la SOMEI. La SOMEI, c'est la filiale informatique du groupe des Eaux de Marseille, donc Maison Mère Veolia.
Ce qu'on fait, on est un peu l'ESN interne donc, du groupe des zones Marseille. Et donc, moi, en tant que responsable cybersécurité, je vais intervenir sur 3 parties. La partie sécurité applicative, parce qu'on est éditeur de solutions pour de logiciels, d'applications pour la gestion de l'eau, dont nos clients sont victimes de cyberattaques. On fait également donc, tout ce qui est sécurité industrielle. Voilà, je pense qu'ici, il y a pas mal de gens qui sont en connaissance de la réglementation et du côté un peu touchy de ce secteur-là. Et après, il y a tout ce qui est sécurisation du réseau bureautique. Voilà. Moi, je gère donc la cellule cybersécurité, qui est une équipe de basket, parce que la SOMI, c'est 150 personnes, donc, avec des publics de développeurs. On a des ops comme toute ESN. Voilà. Du coup, comment je pense en fait que ce qui est important de faire, c'est déjà connaître ses risques dans la mesure du possible. Et là, je ne peux ne pas parler de l'analyse de risque. On n'en parle pas assez souvent, donc l'analyse de risque, elle est à mener régulièrement, que ce soit au niveau des produits. Nous, on travaille avec des applicatifs, mais aussi au niveau des activités et l'ensemble des activités. Donc, c'est ce qui rend un peu la tâche schizophrénique. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, mener l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est bien de la faire, mais après aussi, c'est bien de la suivre. C'est-à-dire que pour pouvoir la suivre, il faut pouvoir adresser ça dans un plan de traitement des risques, allouer les charges. Et c'est là, c'est un peu plus compliqué de budgétiser, de prévoir ça dans le temps, dans une roadmap, d'allouer des jours hommes. Et donc, après, cette roadmap, faut la présenter à la direction générale, et quand on la présente à la direction générale, du coup, on attend une validation ou pas de la feuille de route en fait qu'on a à suivre. Et à partir de là, une fois que les ressources sont allouées, le budget est alloué, faut suivre tout ça de près, avec bien sûr des KPI, etc. Donc ça, c'est une partie qui me semble intéressante. Après, dans mon secteur, il y a aussi la notion d'alignement métier. Donc, il y a plusieurs publics qui devraient bien s'entendre, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, il y a la partie DevSecOps. La partie DevSecOps, c'est essayer de casser les silos, parce que si les développeurs ont leur métier, les ops ont leur métier, et nous, la sécurité, on a d'autres prérogatives. Pour autant, dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même assez important de pouvoir réunir ces 3 éléments-là. Donc voilà, là, la tâche quotidienne, c'est d'essayer en fait de comprendre les enjeux de chacun, les aligner aussi avec des prérogatives de sécurité. Voilà, je pense que personne qui fait ce métier dirait que la tâche est facile, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer un collectif. C'est que finalement, de travailler dans son coin, par exemple, de rédiger des PSSI que personne ne connaît, ça ne sert strictement à rien. Et c'est là où, en fait, tout notre métier il devient plus complexe. Et comme je le disais tout à l'heure, la cybersécurité, ce n'est pas une sinécure. Et après, en interne, la crise qu'on connaît, si on parle de crise, c'est la crise aussi de recruter. Je pense que tout un chacun, vous y êtes confronté. Bon, je ne parle pas du personnel féminin, parce qu'on n'est que 11% dans ce secteur d'activité. Mais même pour recruter des personnes dans mon équipe, il y a beaucoup d'enjeux de formation. Et puis, vous allez de toute façon recruter le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Donc, vous allez recruter des personnes, vous allez les former. L'effort de formation et de sensibilisation, il va même au-delà en fait, des salariés et le partage de connaissances. Nous, dans notre structure, bon, je suis vice-présidente d'Hacking-Provence récemment, mais notre structure, on a une culture de hacking. Ce qu'on essaye, c'est de comprendre en fait comment ça marche. Et ce qu'on essaye aussi de faire, c'est des points en fait où on a tous en fait nos points forts, les points qu'on connaît mieux les uns que les autres, et c'est de les partager. Et vraiment prendre du temps, même si c'est compliqué, de prendre du temps en fait pour se partager en fait ces connaissances, et même de prendre du temps pour s'auto-former. Et voilà, ça c'est à mon avis une tâche qui est intéressante et qu'on doit faire. Et on doit vraiment poser le temps, prendre 1 heure dans son calendrier à minima pour s'auto-former. L'informatique, c'est un monde d'auto-formation. Ça évolue super vite. Vous parliez de hacking, mais tout le monde l'a compris, on parlait de hacking éthique. Parce que pour le coup, nous reviendrons d'ailleurs sur votre vice-présidence de Hacking Provence.
limiter l'impact des mauvaises actions, s'entraîner, voilà ce que vous nous dites en fin de compte, hein, tous les deux. Malgré cela, parfois ça passe, d'où le fait de la question n'est pas de savoir si je vais me faire attaquer mes camps, ça je crois que tout le monde le sait maintenant. De fait, lorsque l'attaque survient, nous l'avons vu, le premier réflexe est de limiter la surface d'exposition. Mon colonel, si ces mesures, vous êtes le seul en tenue, si ces mesures permettent de parer au plus pressé, y a-t-il des actions à entendre qui seront indispensables pour les investigations à venir? Merci mon général. J'en rêve la nuit, n'est-ce pas, Eric? Oui, bonjour. Donc effectivement, ce qu'on disait, c'est que finalement, quelle que soit la nature de l'infraction qui est commise dans le cyberespace, il y a vraiment, en fait, il n'est pas nécessaire, il est indispensable d'effectuer une démarche afin de déposer plainte et dans des délais qui sont les plus brefs possibles. Pourquoi les plus brefs? Parce que ça va permettre aux services d'investigation d'augmenter leurs chances d'identifier les auteurs en vue de les faire comparaître devant une juridiction pénale, mais aussi pour les victimes d'être indemnisées à hauteur du préjudice subi. Alors tout à l'heure, on parlait, effectivement, était évoqué le fait que dans le cadre des rançongiciels, on s'est rendu compte que les groupes en fait, de cybercriminels auraient fait moins de profit cette année que les années précédentes. Bon, j'ose espérer que finalement l'action des forces de sécurité intérieure, qu'elles soient nationales ou internationales, et la coopération entre ces différentes forces, ainsi qu'avec les services de justice, bien sûr, ayant conduit dans certains cas effectivement à l'interpellation de ces auteurs, qui allaient aussi contribuer finalement à la perturbation de ces écosystèmes criminels. Vous disiez tout à l'heure, Christophe, effectivement, pour autant, il est fortement supposé que ces réseaux, ces groupes de cybercriminels se réorganisent. Ce que je voulais dire aussi, c'est que concernant les rançongiciels, il est vrai qu'ils sont fortement médiatisés, parce que globalement, leur impact est visible assez rapidement depuis l'extérieur, que ce soit pour une collectivité, avec des perturbations des services, des crèches, des services, on parlait tout à l'heure des problématiques liées en fait, à l'accès aux services de mairie, au même titre que pour les entreprises, avec ça peut être notamment des problématiques liées à tout l'aspect logistique. En revanche, il y a un point sur lequel nous, on aimerait aussi insister, qui concerne les fraudes, enfin les escroqueries et les fraudes. Puisqu'en gendarmerie, on s'est rendu compte, tout au moins ce sont les chiffres, que 70% finalement des infractions commises dans le cyberespace concernent les fraudes et les escroqueries. Alors en termes de fraude, il y en a plusieurs. Vous avez des fraudes à l'investissement, les fraudes liées, comment dirais-je, aux fausses transactions. Et vous avez aussi les faux ordres de virement internationaux. Dans les faux ordres de virement internationaux, vous allez avoir les arnaques au président, vous allez avoir les faux RIB, les faux relevés d'identité bancaire, et vous allez avoir des fausses factures. Si je peux développer sur ce sujet, je vais vous donner. Donc, la gendarmerie, typiquement, c'est de part en fait cette masse conséquente d'infractions, outre des actions de sensibilisation de prévention. La gendarmerie diffusait au sein de ses unités une note rappelant les mesures à prendre, les mesures immédiates à prendre concernant ces faux ordres de virement plus particulièrement. Donc effectivement, dans un premier temps, il va y avoir une plainte qui doit être déposée au niveau d'unité de gendarmerie avec une alerte auprès de la banque qui peut être faite soit par l'unité de gendarmerie, soit directement par la victime. Puis ensuite seront mis dans la boucle, si je peux m'exprimer ainsi, différents services comme TracFin, qui est une plateforme de traitement du renseignement et d'action contre contre effectivement les flux financiers clandestins, mais aussi en fait la PIAC, qui est la plateforme d'identification des avoirs criminels. Alors j'en parle parce que je vais vous donner deux exemples concrets très récents en PACA. Si je peux, oui, vas-y. Deux exemples concrets pour lesquels effectivement le délai a conduit finalement à deux situations. Le délai d'action entre la
la prise de connaissance de l'infraction et le dépôt de plainte ont conduit à deux actions, enfin finalement à deux suites différentes. La première concerne une victime qui était un particulier qui lui avait tout simplement fait intervenir une entreprise dans son domicile. Et celui-ci lui avait donc demandé, tout simplement, ce qui est normal, la facture. Donc la victime avait pris contact avec l'entreprise pour lui demander une facture. L'entreprise lui a envoyé la facture, et donc avec une adresse mail clairement identifiée, connue. Et par la suite, cette même victime a donc demandé un RIB. Et celle-ci a reçu le RIB dans les heures qui suivaient, sauf qu'effectivement, le RIB n'était pas celui effectivement, de l'entreprise. On avait bien la même typologie, on ne peut pas être typo squatting, aussi bien sur l'adresse mail que sur le RIB, mais par contre, effectivement, le code IBAN n'était pas celui de l'entreprise. Donc effectivement, l'entreprise s'en est rendu compte, tout moins l'entreprise a sollicité la victime quelques jours après en disant j'ai toujours pas été payé, et la victime lui dit bah si, je vous ai payé, la preuve, j'ai une copie d'écran. Et en regardant vraiment, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément jeter la pierre en fait à l'ensemble des victimes, en regardant l'origine du mail, l'adresse mail, on est vraiment sur une adresse mail qui est très très proche de l'entreprise. Donc ça c'était le premier point. Donc malheureusement le dépôt de plainte a été fait trop tardivement. Et il n'a pas été possible de bloquer les fonds à l'instant T, de restituer les fonds. Donc c'était 8 000 euros. Donc tout au moins, l'enquête continue. Et on verra ce que ça donnera par la suite, notamment s'il est possible justement d'identifier les auteurs et de restituer les fonds, d'indemniser la victime. L'autre cas concerne une entreprise pour laquelle, alors là on n'est plus sur une arnaque au président, assez récent aussi, avec finalement 300 000 euros qui ont été versés sur un compte d'une entreprise dans le cadre d'un rachat, d'un pseudo-rachat d'une autre entreprise. Heureusement, le président de cette entreprise s'en est rendu compte très rapidement, a pu déposer plainte. Et là, l'action qui a été faite de dépôt de plainte, puis de la prise de contact avec les plateformes comme Tracfin et la PIAC ont permis de restituer, de bloquer, déjà de geler les fonds dans un premier temps, puisque la plainte a eu lieu avant, dans les premières 48 heures, donc de geler ces fonds et de restituer les 300 000 euros. Donc ce pourquoi, effectivement, ces dépôts de plainte, on parle de 48 heures comme pour une scène de crime, sont vraiment, voilà, le délai, le dépôt de plainte est nécessaire et le temps aussi joue. Oui. La faveur. C'est toujours une histoire voilà. de deux montres, même pour celui qui anime. Vous venez de nous dire que les services de l'État doivent être mis en capacité d'agir par les victimes des cybercrimes, justement par le dépôt de plainte précoce. Plus il est précoce, plus on peut agir. Mais ces mêmes victimes doivent aussi prendre en compte les contraintes d'un deuxième acteur. On en a parlé sur la table ronde précédente, c'est l'assureur. Monsieur Sainz, nous avons l'habitude d'entendre le risque cyber, on l'ignore, on l'assume ou on le transfère. Vous êtes courtier en assurance. Est-ce qu'assurer un risque cyber est nécessaire et surtout facile à mettre en œuvre? Oui, alors, donc, peut-être pour me présenter rapidement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Verspiren ou sa filiale Montmirail, très présente ici. Donc, on est un courtier en assurance, c'est-à-dire qu'on est l'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré, mais on défend les intérêts du client. Notre rôle vraiment c'est d'accompagner sur la réduction justement du risque cyber, mais également d'accompagner les clients dans la mise en place d'assurances pour le risque résiduel. Donc, on parlait d'analyse de risque, donc on accompagne vraiment les clients sur la partie analyse de risque. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est absolument essentiel de s'assurer contre ce risque, parce que non seulement dans le cadre de rançon logiciel ou ransomware, mais également dans une grande variété de types de cyberincidents, les conséquences, que ce soit pour les collectivités, organismes, mais spécifiquement pour les entreprises, peuvent être vraiment gravissimes. Et donc, dans cette optique, on travaille justement avec les entreprises pour pouvoir les accompagner sur la réponse à incident. Donc, le jour de l'incident, avoir un numéro de téléphone ou une plateforme ou quelque chose pour être accompagné justement dans la réponse à incident, et après coup, le remboursement ou l'indemnisation de toutes les pertes financières liées à ces cyberattaques. Et ces pertes financières, elles peuvent être diverses et variées. Donc on a par exemple les pertes d'exploitation, tout ce qui est frais de forensique, consultant,
en gestion de crise, l'accompagnement également juridique auprès de la CNIL, mais également les réclamations de tiers, donc on ne pense pas forcément. Tout tiers qui peut être lésé par un incident cyber subi par l'assuré est également couvert par les assurances cyber. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et ce que je peux vous dire également, c'est que avant 2017, l'assurance cyber n'était pas très répandue, notamment en France, et elle s'est vraiment accélérée depuis les deux grands événements, NotPetya et WannaCry, qui ont défrayé la chronique, mais qui ont également fait énormément de victimes dans le monde entier, y compris en France. Et suite justement donc, à ces événements-là, l'assurance cyber est devenue beaucoup plus connue du grand public. De nombreuses entreprises se sont assurées, mais encore un nombre insuffisant vis-à-vis du besoin, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a moins d'1% des TPE-PME qui sont couvertes contre ce risque, alors que chez les très très grands groupes du CAC 40, ils sont majoritairement assurés. Donc après, à hauteur de la capacité dont ils ont besoin, c'est encore le débat, qui nécessite une analyse, mais également un accompagnement des assureurs en termes de capacité. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, concerne tout le monde. Et la montée des cyberattaques a conduit à un durcissement de ce marché, ce qui a été très très compliqué pour les assurés, mais également pour les entreprises qui n'étaient pas encore assurées, qui ont eu beaucoup plus de mal à trouver un assureur qui accepte de les accompagner dans le transfert de ce risque. Et c'est vraiment ça, le rôle du courtier, c'est d'accompagner ces entreprises dans la montée en maturité, ce qu'on constate qui augmente progressivement au cours du temps, heureusement. On en parlait, donc, on parlait de l'augmentation des ransomware et du nombre de cyberattaques en France. Par exemple, l'année dernière, il y a une entreprise sur deux qui a subi au moins une cyberattaque, réussie ou non, mais c'est quelque chose qui est énorme. Et parmi ces cyberattaques, il y en a 60% qui ont eu un impact sur leur activité, donc qui a perturbé leur activité, que ce soit la production, la perte de réputation, perte de clients. Donc c'est des chômage technique, ouais. Donc c'est vraiment... Vous me disiez aussi que ça allait devenir problématique parce que ça va devenir une obligation pour certains appels d'offres. Donc c'est une perte potentielle de... En effet, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que dans les appels d'offres, donc je ne parle pas d'appels d'offres assurantiels, mais plus d'appels d'offres business d'une entreprise qui recherche un partenaire, un prestataire, etc. De plus en plus dans les conditions de participation aux appels d'offres, on observe qu'il y a des clauses de montrer patte blanche en matière d'assurance cyber. Donc, pour participer, les entreprises doivent démontrer qu'elles sont assurées en matière de cyber-risque. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et on constate que certaines entreprises cherchent à s'assurer uniquement dans ce but, alors que leur intérêt est quand même tout autre. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut peser le pour et le contre bien en amont. Hein. Mais revenons à notre cyberattaque et à M. Testu. Nous nous étions arrêtés au constat, à la coupure du système d'information pour éviter la propagation. Vous nous en avez parlé. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite, M. Testu? Ensuite, ce sont toutes les opérations liées à la continuité d'activité de l'établissement qui ont été mises en place. Plus tout ce qui concerne la cellule de crise, avec deux organisations que nous avons mis en place immédiatement, qui est un comité de crise de direction et un comité de crise technique. Pourquoi cette séparation? C'est que ces deux gestions, ces deux entités n'ont pas du tout la même fonctionnalité et pas du tout la même manière de travailler. La partie, on va dire, direction, c'est tout ce qui concerne le suivi de la communication, que ça soit en interne ou en externe, et de l'information à fournir à l'ensemble du personnel de l'établissement, par l'intermédiaire des cadres de santé, donc avec un comité restreint. Ensuite, au niveau technique, c'est la prise en compte. Donc, on a fait passer toutes les informations nécessaires
donc notamment pour l'intégration et l'information au niveau du CERT Santé, au niveau de l'ANSSI aussi, avec lequel on travaillait déjà sur d'autres sujets, et aussi de tout ce qui est en rapport avec la mise en place et l'appel d'un PRIS qui nous a permis de pouvoir commencer à traiter cet état de fait sur l'établissement. Pour tout le monde, Monsieur Testu, un PRIS, Alors, c'est un prestataire de réponse à oui, incident sur de sécurité. incident, tout à fait. Donc, on a eu justement à cette occasion, donc j'écoutais les personnes qui sont intervenues précédemment, et effectivement, à l'époque, c'est le nombre de sociétés susceptibles de pouvoir répondre ne courait pas, n'était pas très nombreuse. Donc, on a contacté une première qui nous indiquait que sur les premières phases, ils pouvaient nous accompagner, mais pas pour la suite. Et ensuite, on a eu une deuxième société qui, elle, a pu intervenir et venir directement. Donc 24 heures plus tard, les intervenants étaient directement sur site et on a préparé tous les éléments, donc que ce soit en termes de communication, en termes de technique, d'analyse du système d'information pour comprendre où on en était, qu'est-ce qui était encore disponible, qu'est-ce qui n'était plus disponible, qu'est-ce qui était véritablement HS, terminé. Donc en gros, pour faire simple, il y a une première semaine. Ensuite, vous avez en tout et pour tout, on va dire, aux alentours de 3 semaines qui sont vraiment primordiales pour poser les jalons, bien comprendre l'état où on en est sur le système d'information et de prévoir tous les accès, toutes les demandes d'accompagnement, que ce soit au niveau des sociétés avec lesquelles on est amené à travailler de manière régulière, plus aussi, ce qui est la force aussi des groupements hospitaliers de territoire à partir du moment où il y a une bonne entente et une bonne organisation qui est déjà en place, c'est qu'on a pu demander le secours aussi des collègues, donc notamment au niveau de l'APHM et ensuite des autres établissements parties du GHT sur de l'aide technique aussi bien que physique, tout simplement, pour nous aider et compléter l'équipe pour pouvoir répondre à ce qu'on devait remettre en activité. D'accord. Enfin, au regard de ce que vous nous dites, vous parlez déjà des 3 semaines qui sont donc très éreintantes, hein, où pour tout, c'est 3 semaines nécessaires pour poser. Mais souvenez-vous, je parle au public, là, souvenez-vous des 2 exemples que nous avons eus juste avant. On peut faire une corrélation entre la taille du système d'information. Parce que souvenez-vous, pour la IST, c'était 5 jours. Pour la ville de Valoris, 10 jours. Et là, on est déjà à 3 semaines. Donc, en fin de compte, là, je pense qu'il y a vraiment un effet de corrélation entre le système d'information, la taille du système d'information et le temps qui va être nécessaire à le remettre en œuvre. Vous venez de nous dire, Monsieur Testu, que la communication lors d'une crise d'origine cyber est très importante. Vous en parliez. Il semble, eu égard aux diverses expériences vécues et relatées tout au long de la journée, que les RSSI doivent être impliqués dans la préparation et la gestion de cette communication de crise. Monsieur Valiant, fort de ce constat, vous qui promouvez le hacking éthique, peut-on dire que le RSSI est la pierre angulaire de l'édifice? Quelle qualité doit-il détenir pour être conforté dans ce rôle, si c'est vraiment la pierre angulaire de l'édifice? Oui, alors il va falloir qu'il ait bon, pour rebondir à ce que tu disais par rapport à la corrélation avec la taille, il y a aussi une approche, on va dire, intelligente à avoir quand on est justement face à des systèmes d'information qui sont extrêmement vastes, extrêmement exposés et avec une certaine complexité. Il va falloir raisonner en fractionnement et en zones, etc. Alors nous, à AMU, on est particulièrement exposé puisque on est en insecurity by default, en fait. On a des gens qui viennent de chez nous et qui sont, vous connaissez ça, hein, le BIOD, donc le Bring Your Own Disease. Hein, ils viennent avec leur propre vulnérabilité. Donc les pires des appareils, les pires des trucs, pas à jour. J'ai des stats de systèmes d'exploitation. Je ne savais même pas qu'ils pouvaient encore marcher sur des processeurs
d'aujourd'hui. Donc, on a de ça. Donc, il va falloir raisonner par fractionnement et en tout cas être capable de pouvoir, à un instant donné, isoler des zones. Donc, ça veut dire avoir une bonne cartographie, ça veut dire avoir un bon plan de situation. On ne mène pas de guerre si on n'a pas de plan. Donc, il faut avoir un bon plan, donc des cartographies à jour, etc., etc. Alors, l'approche hacking qu'on a, en tout cas quand on a ça dans son ADN, ça nous permet de rapidement pouvoir voir le mal. Là où il est ou là où il pourrait être. Et en général, il est dans les interstices. Donc on voit tout de suite le petit truc où non, mais ça, c'est... Non, on va aller justement regarder là. Parce qu'on sait que l'attaquant va de toute façon porter un intérêt particulier à cet endroit-là. Donc on identifie ça. On a une approche un peu comme Vauban. En fait, l'histoire de Vauban est très intéressante puisque Vauban était on va dire un architecte de l'offensif des forces prussiennes de mémoire, donc forces étrangères, contre les bastions français. Donc c'était ça. En Suisse, il a été capturé, retourné, et il a été mis à contribution pour la fortification des positions françaises. Donc sa connaissance de l'offensif a permis de pouvoir solidifier les choses. Or, nous, chez nous, c'est ce qu'on a. On parle de l'insecurity by default avec une security by design. On va réaliser des fortifications, on va faire différentes mesures, etc. L'attaquant, on en a tous les jours, malheureusement, on a des stats, etc. C'est juste monstrueux et vertigineux, avec des choses des fois particulièrement bien réfléchies. Hein. C'est pas juste de la capuche et des chips, c'est des trucs bien, mais qui vont pas très très loin. Et heureusement, et même au-delà de ça, à un jour. C'est sûr que je viendrai ici témoigner d'une situation qu'on aura dû vivre, ça évidemment, personne n'y échappe, mais ça se prépare aussi. Donc la vision de l'offensif et du hacker, ça va être aussi de pouvoir dire, de toute façon ça arrivera, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, un jour ça arrivera, on ne sait juste pas quand, mais il faut s'y préparer. Donc se préparer, ça veut dire faire comprendre ça aux gens, déjà, c'est pas si simple de leur dire, un jour ça ne marchera pas. Ah bon, non, ça ne marchera pas. Oui, mais non, ça ne marchera pas. Donc il va falloir déjà faire autrement. À votre niveau, si jamais il n'y a plus rien qui marche, qu'est-ce que vous pourriez faire pour assurer des services essentiels qui sont de l'ordre de notre mission? Est-ce que simplement un calepin avec un crayon pourrait suffire à prendre déjà des petites informations et pouvoir ensuite traiter les délais dans un délai, les dossiers dans un délai plus lointain? Ça veut dire aussi faire prendre connaissance au niveau des instances hautes qu'il va y avoir des situations qui vont être complexes, qu'on ne pourra plus faire confiance au système qu'on a l'habitude d'utiliser. Par du principe où les mails, il n'y en aura plus, les systèmes d'information, il n'y en aura plus, les systèmes de communication, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qui restera? Nos smartphones, peut-être même personnels, et puis ce qu'on aura anticipé. Donc, il faut mettre des canaux de communication en place, qui sont hors du système d'information, qui, pire que d'être indisponibles, pourraient être compromis, avec des gens à l'intérieur qui profitent de la situation pour aller plus loin dans leur action. Or, je fais la pub, hein, c'est une technologie qui est française et qui est la seule messagerie instantanée labellisée par l'ANSSI, Olvid. C'est un système qui est très intéressant pour la partie gestion de crise. Elle est d'autant plus intéressante que moi, à mon niveau, je peux y mettre à l'intérieur le président de l'université, mais sous pseudonyme. Je peux même, s'il est d'accord, mettre sa propre épouse dans le canal de communication. Elle n'est pas exposée, puisqu'on n'a pas son numéro de téléphone, on n'a pas son nom, on n'a pas son email, rien du tout. On ne peut pas savoir, au-delà de quand la crise se passera, que cette personne-là est dans le groupe. Donc on doit préparer ça. Ce qu'il faut aussi préparer, c'est des situations, et c'est un métier où on se retrouve très très vite, très très seul, hein, quand on a des problèmes. Donc il faut s'assurer en amont que les gens avec qui on travaille pourront être là le jour où on en aura besoin. Et ça, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui dans le contexte, on va dire, économique de la cyber, où il y a le vent en poupe, on a tout un tas d'offreurs, de services, prestations, produits et tout ce qu'on veut. Au-delà de, c'est bien, t'es connu et tu fais de la publicité, tu passes à la télé. Moi, de mon rôle de RSSI, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous appliquez à vous-même les mesures de sécurité que nous, dont on a besoin? Hein, est-ce que vous avez un registre de traitement au niveau des données à caractère personnel? Est-ce que vous avez une PSSI? Est-ce que vous avez un PCRA? Est-ce que vous avez etc. Est-ce que vous avez une politique qui décrit les personnes qui sont embauchées, sous quels critères, etc. Comment vous, quand vous allez venir vous connecter avec notre système, vous ne seriez pas une menace potentielle?
Et quand on a besoin, est-ce qu'on pourra compter sur vous? Est-ce que vous serez éparpillés face à tout ça? Donc on doit aussi faire attention avec qui on travaille. Et on a plutôt intérêt, en tout cas c'est ma position, bon, en plus c'est universitaire, on doit promouvoir l'open source, etc. Donc on a un attachement à ça, à avoir des fournisseurs qui sont plus des partenaires que simplement des offreurs de produits et de services. Et ça change tout, hein. Les gens qui sont, on va dire, les orfèvres de leur métier, qui ont vraiment une vision très propre, très intègre et très, on va dire, impliqués, concernés, passionnés de leur métier. Quand on a un problème, et je crois que tu en parlais dans une table ronde précédente, même hors contrat, hors tout ce que vous voulez, ils sont là. Et ça fait du bien quand on est en situation de risque. Lors de nos entretiens, je vais passer la parole à Aude, tu me disais que c'est vrai que dans le hacking éthique, on a beaucoup de garçons. Et pour autant, il y aurait peut-être l'opportunité de permettre de penser différemment et donc de gagner des points de force, hein, si on est dans les jeux de société, par rapport à l'adversaire, si on incluait des femmes dans ces métiers-là. Madame Folcher, en vos qualités de vice-présidente de l'association Hacking Provence, le président était là Oui. avant, hein. Et de membre du CEF6, j'imagine que c'est votre cheval de bataille. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux associations? Alors, effectivement, donc, pour Hacking Provence, bon, voilà. L'ancien président. L'ancien président et le fondateur de Hacking Provence, et ici présent Julien. Hacking Provence, ça a été créé, j'essaie de ne pas dire de bêtises. Ça a été créé en 2016. L'idée, et tu le disais très très bien Julien, l'idée c'est le collectif, c'est de ne pas se retrouver tout seul. Et je pense qu'on est tous ici en fait présents sur ce genre de journée organisée pour ça, c'est ne pas se retrouver tout seul et de créer des collectifs. Effectivement, tu en as également parlé, c'était cet aspect Red Team, Blue Team. Moi j'en ai parlé dans mon équipe. Moi, j'ai une équipe de basket, donc le red teaming et le blue teaming, ils se mélangent parce que tout dépend de la taille de l'organisation qu'on a. Si on peut avoir effectivement tout un tas de rôles, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, et nous, ce qu'on aime bien, c'est la définition du mot geek, hein, selon MIT, c'est qu'on essaye de bidouiller, qu'on essaye de comprendre. Et bien sûr, j'insiste, le côté éthique, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus nous voir sur les stands et qui ne comprennent pas en fait ce côté éthique dans le hacking. On est des pirates, mais des pirates du côté gentil. Nous, on n'aime pas faire du mal aux gens. Et vraiment, l'aspect éthique qui est important. Hacking Provence, après, c'est de la franche camaraderie. On essaie de se réunir autour d'afterwork pour pouvoir discuter, se rencontrer. Et tout le monde est bienvenu. On essaie aussi de faire des workshops avec les différents thèmes qui peuvent animer les uns et les autres, hein, parce qu'on est des hackers tout un tas différents. Il y a des choses qui peuvent nous intéresser, comme la radiofréquence. Et il y en a d'autres, c'est l'OSINT. Il y en a, il y en a d'autres, c'est des reverse proxy. On a tout un tas de choses qui peuvent nous intéresser. Puis après, on a un événement aussi qui va pour sa 4e édition en octobre, qui s'appelle Sexy. Il y a un jeu de mots. Aussi comme la mer, parce que ça se déroule à La Ciotat, dans le plus vieux cinéma du monde. Donc ça, c'est pour l'aspect Hacking Provence. Et pour l'aspect CEF6. L'aspect CEF6 aussi, ça a été créé en 2016. C'est le Cercle des femmes dans la cybersécurité, dont je suis membre d'équipage. Nous, notre rôle aussi, c'est aussi l'entraide. C'est aussi se réunir, c'est aussi se mentorer, parce qu'on n'est pas nombreuses dans ce secteur particulièrement masculin. C'est aussi aider, en fait, que ce soit du jeune public, femmes ou hommes, parce que c'est une association mixte qui prône l'inclusion. Et à ce moment-là, il y a différentes choses qui sont générées. Donc, on fait de la sensibilisation au jeune public dans les collèges, les lycées. La sensibilisation à l'inclusion, mais de la sensibilisation aussi à la cybersécurité. On essaie de faire de la mise en lumière avec des livres qui sont sortis, donc comme Je ne porte pas un suite à capuche, pourtant je fais de la cybersécurité. Donc l'idée où quand on tapait à l'époque, les temps ont évolué un petit peu, mais quand on tapait dans Google cybersécurité, on avait tout de suite l'image du sweat à capuche. Et c'est vrai que
on ne se reconnaît pas tous à travers cette image, on peut en porter. Et, voilà, donc dans ce livre-là, il y a tout un tas de boîtes à outils pour aussi les jeunes, pour pouvoir s'orienter dans ce secteur-là. Il y a de la mise en lumière d'une vingtaine de portraits féminins et il devrait sortir courant 2023 la deuxième édition de ce livre avec une centaine de portraits féminins qui travaillent dans la cybersécurité. Il y a aussi des trophées, ça s'appelle les Women European Day, pour donc mettre en lumière les femmes qui travaillent au niveau européen dans ce secteur, parce qu'au niveau européen, à un certain niveau de poste, on représente 1% selon l'OPIEC. Voilà. Merci, Aude. C'est déjà une belle approche de la promotion des femmes dans l'univers cyber. On va y arriver petit à petit. Et d'autant parce que je retiens ce qu'avait dit Julien. C'est une autre approche dans la pensée et c'est important dans la conception des défenses et des attaques. La gendarmerie n'échappe pas à la règle. Si les femmes sont présentes dans l'institution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au départ sous statut civil, elles ont pu revêtir l'uniforme à partir de 1983. Aujourd'hui, même si la parité n'est pas encore d'actualité, la vieille dame, comme on l'appelle affectueusement en interne, compte 21,6% de femmes dans ses effectifs. Mon commandant, tu as vu, une fois que j'ai cuvé, je ne me trompe plus. Hommes et femmes de votre institution, lorsqu'ils ou elles reçoivent une victime de cyberattaque venant déposer plainte, sont-ils, elles, toutes et tous, des experts cyber? Alors, non, ils ne sont pas tous des experts cyber. Pour vous expliquer comment cela fonctionne, il y a, que ce soit finalement une infraction dans le domaine cyber ou non, ce sont les mêmes principes d'exécution des missions de police judiciaire qui s'appliquent. C'est-à-dire que vous allez, concernant ces différents principes, dans le cadre de la subsidiarité des unités et de la complémentarité des moyens, il y a en fait 4 grands principes qui sont non cumulatifs, qui permettent en fait justement cette subsidiarité et cette complémentarité des moyens. Et ce sont en fait la gravité des faits, la complexité de l'affaire, la sensibilité de l'affaire, mais aussi la sérialité des faits. Donc pour en revenir sur effectivement le fait que les uns et les autres soient experts, non, en ce sens où au niveau des unités de gendarmerie qui sont présentes sur l'ensemble du territoire, leur maillage territorial va faire que globalement ce sont des unités qui vont recevoir, des unités finalement primo-intervenantes, et qui vont recevoir les plaintes des différentes victimes, comme on disait, que ce soit en fait des collectivités, des entreprises ou des particuliers. Au sein de ces unités, vous avez des personnes, environ entre un quart des personnels de ces brigades qui ont suivi une formation spécifique de façon à être en mesure de comprendre ce qu'est une infraction liée une infraction dans le cyberespace, tout simplement, de pouvoir en fait y associer un code, ce qu'on appelle un code NATINF, nature de l'infraction, mais aussi d'avoir j'en parlais tout à l'heure précédemment, des actes réflexes relatifs à ce qu'il faut faire immédiatement, selon qu'on soit sur un rançongiciel, un FOVI, etc., etc. Et pouvoir aussi accompagner tout au moins les victimes sur différentes démarches, je parlerai peut-être rapidement après, sur différentes plateformes. Parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, il est nécessaire, indispensable de déposer plainte. Cependant, dans certains cas, on peut déposer plainte en ligne, et je vous l'expliquerai assez rapidement. Donc dans le cadre de cette subsidiarité, vous allez donc avoir ces premières unités où vous avez finalement un quart des effectifs qui ont suivi cette formation et qui sont en mesure donc de mener des premières investigations. Dès lors qu'effectivement on est dans le cadre de l'un de ces 4 critères, je parlais de complexité, de gravité, de sensibilité, de sérialité, dès lors que généralement on est face à une infraction qui est quand même relativement complexe et qui va nécessiter des moyens supplémentaires, on va faire appel à des unités, à des personnels de ce qu'on appelle le réseau Cybergende, et qui sont des personnels. Alors on a des enquêteurs sous pseudonyme, ça ne vous parle pas, mais bon voilà, mais on a des enquêteurs qui permettent de faire des investigations de façon masquée sur les réseaux, mais pas que, des enquêteurs qui sont spécialisés dans le domaine des crypto-monnaies, parce que maintenant on a beaucoup de flux financiers qui sont réalisés, notamment au niveau des groupes criminels,
à l'aide de crypto-monnaies. Et puis ensuite, on va avoir, toujours au niveau du même département, j'entends département administratif, groupement pour la gendarmerie départementale, vous allez avoir des experts, de vrais experts pour le coup, en informatique, et qui eux ont suivi une formation de plus d'1 an, mais qui ont déjà généralement des diplômes dans le domaine, de master ou autre, et qui vont suivre une formation spécifique de façon à pouvoir agir en tant qu'expert. Donc ça, on est pour l'instant au niveau du groupement. Si il y a nécessité de se voir adjoindre des forces supplémentaires ou des moyens supplémentaires, on va aller chercher au niveau de l'échelon régional. Vous allez avoir une antenne C3N, c'est une antenne du Centre national de lutte contre les cybercriminalités qui est basée sur Paris. Donc cette antenne, pareil, on a des experts au sein de ce niveau. On peut aussi adjoindre d'autres services, enfin d'autres unités des autres départements, c'est pas exclu. Et ensuite, s'il y a besoin, on va encore plus haut, C3N, le C3N qui partira comme Cybergende. Et si besoin, effectivement, parce qu'on se rend compte que les attaquants sont à l'étranger, on va les chercher via de la coopération internationale. On va passer par Europol, différents canaux, et voilà. Donc il y a eu différentes opérations judiciaires assez récentes. Tout à l'heure, je crois que c'était Monsieur Leonetti qui en parlait. Il y a de la plateforme Bitslaco qui a été, comment dirais-je, démantelée. Tout au moins les auteurs, enfin les principaux animateurs de cette plateforme ont été interpellés. Bon, après, il y a d'autres affaires, Aichi 1 et Aichi 2, enfin bref. Donc voilà, celles sont aussi généralement reprises dans les médias. Vous me disiez que la gendarmerie n'intervient pas dans l'action et la remédiation, par contre. Non. Alors effectivement, nous, notre rôle, c'est, dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, c'est d'effectuer les investigations. En revanche, nous ne faisons pas de remédiation, c'est-à-dire que ce n'est pas notre métier. Au même titre que, prenez des exemples tout à l'heure, autant on va pouvoir effectivement, si je prends l'exemple avec une voiture, autant on va pouvoir en fait vous donner des conseils sur la manière en fait de conduire la voiture. Donc c'est plutôt de la police route, mais on va dire de la prévention et de la sensibilisation. On va pouvoir, comment dirais-je, oui, je disais tout simplement vous accompagner sur cette partie-là. En revanche, on n'est pas garagiste. Clairement, voilà, on ne fait pas de réparation. Ça, ce n'est pas notre métier. C'est pourquoi on en parlait aussi tout à l'heure. La difficulté est lorsque des opérations sont réalisées concernant quand il y a une attaque, la difficulté est aussi, ce qu'on disait, c'était l'exemple des pompiers, de trouver finalement le juste milieu entre il y a nécessité d'effectuer des actions à l'instant T de façon à sauver ce qui peut être sauvé, sans pour autant altérer les traces qui nous intéressent, comme je disais, qui nous permettront de remonter jusqu'aux auteurs, les auteurs qui seront présentés au procès pénal, et l'idée derrière, c'est d'indemniser les victimes. Je vous ai fait préciser ça parce que ça répondait à la question de notre élu régional qui était présente sur la table ronde précédente, mais pour le coup, on lui transmettra. Oui, alors, si je peux rebondir en fait justement sur la question, j'en profite. Il y a une différence. Je pense que peut-être que ce qui n'a pas été compris tout à l'heure, c'est que le colonel Vatanguar parlait de la brigade numérique. Donc ce sont comme au même titre que ma gendarmerie, enfin, sur le site sur magendarmerie.fr, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec des gendarmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais sur tout type de sujet. C'est pas non plus exclusivement en fait du cyber. On peut effectivement poser des questions liées au cyber, mais ce n'est pas que du cyber. C'est quand même différent, c'est complémentaire, bien sûr, mais c'est quand même différent effectivement de ce qui est en train de se mettre en place dans les régions, notamment les CCIRT. Vous avez le premier niveau avec cybermalveillance qui est plutôt dédié en fait aux particuliers, plein de conseils. Ensuite, l'étage, enfin, si on prend l'image d'une pyramide, le sommet de la pyramide étant plutôt animé par l'ANSSI, pas que, mais par l'ANSSI. Et effectivement, la sphère, enfin, comment dirais-je, la bande intermédiaire, qui elle est plutôt destinée aux collectivités territoriales, les ETI, PME, enfin voilà, le monde de l'entreprise. Là, pour le coup, effectivement, ce CCIRT leur permettra d'être informés de cas, les alerter concernant des phénomènes qui sont en train de se mettre en place, des attaques, etc., observer. Donc il y a une forme de, comment dirais-je, de veille permanente, de veille de la menace. Mais il y a aussi comment dirais-je, l'orientation et l'accompagnement des victimes. Voilà, des victimes vers effectivement l'accompagnement concernant les dépôts de plainte, mais pas que. Voilà. Donc ce sont deux choses assez différentes. Oui, c'est des acteurs. Oui, c'est peut-être la confusion qui a été portée tout à l'heure dans le débat. Je le disais en introduction.
l'indemnisation des pertes et dommages causés par une cyberattaque sera autorisée si la victime porte plainte dans les 72 heures après avoir eu connaissance de la situation, l'OPMI. Jean Laroumet nous disait sur la deuxième table ronde que c'est l'assureur qui décide d'accepter ou non de couvrir le risque d'origine cyber, ce que vous nous avez rajouté tout à l'heure, Monsieur Sanz. Pouvez-vous nous faire part de votre analyse et de votre expertise sur ce point? Oui, en effet. Juste avant, ce que je voulais faire, c'était rebondir sur quelque chose qui a été dit avant. C'est le fait de se retrouver seul en fait, dans une situation de crise cyber. C'est quelque chose je pense, qui est le plus compliqué à gérer. Et je pense que c'est vraiment une réponse qui est apportée par l'assurance cyber. C'est d'avoir en fait des équipes compétentes qui sont disponibles 24 heures sur 24 heures, enfin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour accompagner tout type d'entreprise dans la crise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé, plus que la contrainte de souscription, qui est, comme on l'a évoqué avant, dépend de quelles mesures ont déjà été mises en place par l'entreprise ou par l'entité qui souhaite s'assurer, qui sont assez classiques, type authentification multifacteur, segmentation des réseaux, PSSI, EDR, plan de continuité d'activité, vraiment, en fait, tous ces sujets qui sont adressés par de nombreux acteurs présents aujourd'hui. Mais c'est vraiment ce message clé que je voulais faire passer. Après, pour revenir sur la réglementation, donc la loi LOPMI, il y a une des composantes assez importantes pour le secteur de l'assurance, c'est le fait de conditionner l'indemnisation de la police cyber au dépôt de plainte dans les 72 heures. C'est une contrainte qui peut sembler un peu injuste pour les entreprises qui sont assurées, mais qui est vraiment nécessaire justement pour pouvoir mieux monitorer quelles attaques elles ont subies, potentiellement quelles rançons elles ont payées, même si c'est important de rappeler que le paiement de la rançon est très 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 fortement déconseillé et ne doit être fait vraiment qu'en tout dernier recours. Et ça, tout le monde le dit, y compris les assureurs qui proposent de les indemniser aux assurés. Mais voilà, c'est quand même un faux débat, en fait, de se dire que le monde de l'assurance peut financer la cybercriminalité. Pourquoi? Parce que déjà, on constate que les entreprises qui sont victimes justement de ces ransomware sont dans la très très grande majorité non assurées à ce jour. Et parmi celles qui sont assurées et qui ont été ciblées par ces attaques, nous on constate sur le terrain que celles qui ont payé la rançon, elles sont vraiment très infimes. Donc il y a très peu de, voilà, il y a très peu de mauvais côtés. En fait, l'esprit, je pense, qui est ce que propose le monde de l'assurance, c'est de couvrir la plus grande partie des pertes financières des entreprises. Et lorsqu'on pense ransomware, on pense rançon parce que c'est dans le nom. Mais ce qu'on constate, c'est que même pour des entreprises qui ont eu à payer la rançon, à part si on était sur des rançons de plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros, ce qui peut arriver, mais qui est le cas de moins d'1% des entreprises qui ont eu un jour à payer une rançon. Ce qu'on constate, c'est que les majeures parties des pertes, c'est vraiment les pertes d'exploitation, les différents frais de restauration des systèmes, de reconstitution des données lorsque, bien sûr, les sauvegardes ont été contaminées ou ont été inopérantes. Donc, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, complètement. Et pour autant, lorsque survient une cyberattaque, tout ne se règle pas sur un claquement de doigts. L'assureur et les prestataires extérieurs ne se substituent pas à l'équipe qui est en place. Et Monsieur Testu, en faisant court et surtout en nous disant combien ça a coûté, quel est votre retour d'expérience sur l'incident à Arles? Alors après, pour faire assez court, donc en gros, j'ai parlé tout à l'heure des 3 premières semaines. Donc effectivement, c'est ce qui permet de savoir exactement où on en était sur l'intégralité du périmètre technique qui peut être touché lors de l'attaque. Ce qui est ressorti, c'est qu'on a carrément l'attaque telle qu'elle a été portée principalement et quasi entièrement sur la totalité de l'infrastructure, sauvegarde comprise. Donc on a tout perdu à cette époque-là.
Et en plus, donc pendant l'été, donc il y a une partie de l'équipe qui est partie en congé. On s'est demandé est-ce qu'on les rappelle, est-ce qu'on les rappelle pas. Au final, en discutant avec la société qui est le PRIS qui est venu nous aider, on a clairement identifié le fait que les personnes qui devaient partir en congé, autant qu'elles y partent, parce que ça va être un travail sur une distance très longue. En gros, pour faire court, on a remis le système d'information quasi dans son intégralité fonctionnelle au bout de 6 mois. Malgré tout, c'est un grand accélérateur de projet, ce type de situation, parce que l'intégralité, on va dire, de tous les projets techniques de sécurité qui avaient été proposés et qui n'avaient pas pu être financés, ben là, en gros, c'est pas la version quoi qu'il en coûte, mais presque. On a revu entièrement toute notre organisation, le réseau, le système d'information dans son ensemble. En parallèle, j'avais préparé pour ce cas de figure un travail de fond avec des prestataires extérieurs, de telle manière à pouvoir cibler sur des spécialistes sur différents thèmes techniques présents dans le système d'information de l'établissement, de pouvoir faire un partenariat et de pouvoir préempter directement les spécialistes, experts, ingénieurs qui avaient en même temps la connaissance de notre site par leurs différentes interventions sur notre établissement. Et on va dire qu'en gros, on a passé 3 ans de projet en 3 semaines. Oui, c'est un accélérateur. Oui, voilà. Sûr. Alors, à se retrouver... Bon, c'est une petite équipe, hein, l'équipe informatique, elle est de 10 personnes. Et là, on avait 10 ingénieurs complémentaires en permanence sur site, de 8h à 21h, 22h. Ça, pendant en gros un peu plus d'1 mois et demi. Après, on a réduit un petit peu la voilure de telle manière, on a ouvert au fur et à mesure des bulles de sécurité. Et en gros, on va dire que la partie système d'information dédié à la santé, donc suivi du patient, était réouverte au bout d'1 mois. La partie, donc en gros, sur le mois de septembre, on a réouvert entièrement toute la partie santé. La partie administrative, parce qu'il ne faut pas oublier, derrière, ça veut dire que les payes, il n'y en a plus. Donc il faut passer, c'est par une société avec laquelle on avait l'habitude de travailler, qui nous a suivis pour pouvoir sortir les payes de manière classique, sans les événements variables. La trésorerie générale pour assurer le paiement de ces payes, et ainsi de suite. Enfin, il faut penser un peu à tous ces éléments-là. Ce qui fait que ça, au bout le mois suivant, on avait remis, en gros sur octobre, le système d'information lié à la gestion financière et aux payes. Et après, on va dire sur novembre, c'est toute la partie technique d'établissement, GTB, GTC, et ainsi de suite. Et on va dire qu'en gros, sur le mois de fin décembre, l'intégralité du système d'information était entièrement remontée suivant les nouvelles règles de sécurité. C'est vraiment, il faut vraiment se préparer à ça avec avoir les sociétés qui sont susceptibles de pouvoir vous aider, d'avoir les différentes personnes qui sont en connaissance de votre système d'information pour aller beaucoup plus vite. Et puis, l'autre point, je reviens aussi sur la partie GHT. Ce qui était bien, c'est qu'au niveau des établissements qui nous ont aidés, on a eu aussi le prêt de matériel pour pouvoir faire les étapes intermédiaires, pour pouvoir reconstruire notre système d'information, et tout en reprenant, nous, du matériel neuf, parce que certains des matériels qu'on utilisait étaient carrément mort, mais même un formatage de bas niveau n'aurait pas suffi. Voilà. Parlez-nous du coût global et nous allons conclure là-dessus. Le coût global, en gros, il faut compter le coût global, on était à plus de 300 000 € au bout de 6 mois. Voilà. Ça commence à compter. Exactement. En tout cas, merci Monsieur Testi. Monsieur Bresson, je crois savoir que la résilience aux cyberattaques des établissements de santé, c'est vraiment un sujet d'actualité. Vous y travaillez. C'est vraiment votre cœur de sujet, je crois, aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler? Et on va terminer là-dessus. Bien sûr, c'est aussi raisonnement à partir de cas. Et évidemment, les institutions réagissent et essayent de s'adapter. On voit bien que la difficulté de toutes les adaptations que vous avez mises en place
coûte cher aux collectivités. 1300 établissements publics en France, 300 et quelques en PACA. Si tout le monde doit réussir à mettre de côté le trésor qu'il faut mettre en place pour pouvoir résister, ça va être compliqué. Donc en tout cas, au niveau de l'ARS et au niveau du grade PACA, on travaille à la mise en place d'un certain nombre de projets qu'à titre individuel, un établissement va plus avoir de mal à mettre en place. On parlait par exemple de l'accès au matériel. On est en train d'engager avec notre directeur des achats et des partenariats de monter la possibilité d'avoir des matériels qui seraient à disposition, stockés. Alors pour l'instant on travaille avec Dell, certainement HP, pour essayer de voir de quelle manière on pourrait disposer des serveurs. On aurait par exemple potentiellement plusieurs packs, ça pourrait être juste du matériel avec des VM déjà installés. On pourrait imaginer avoir des Algeco qui pourraient arriver avec derrière des machines virtuelles qui seraient prêtes. On pourrait aller même carrément plus loin. Tout ça, c'est vraiment des réflexions qui sont en cours, hein, où on pourrait avoir des systèmes de sauvegarde avec lesquels on aurait pu tracter, notamment auprès des OIV, d'avoir des capacités de résilience plus rapides avec du matériel dédié, réfléchir à la manière évidemment de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que ok, on met à disposition le matériel, mais une fois qu'il est passé en production, on ne va pas l'arrêter pour le remplacer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. Qu'est-ce qu'on fait du matériel? Alors quand on ne peut pas le reprendre, c'est une chose. Quand il peut-être aussi au niveau gendarmerie, ça peut aussi laisser l'opportunité de ne pas toucher au matériel plus longtemps s'il y a des actions exploratoires à mettre en place sur ces matériels qui seraient sous scellés, par exemple. Voilà, donc nous, on est dans une démarche beaucoup plus globalisée pour essayer de trouver des solutions qui permettent de diminuer les coûts, d'accélérer la résilience, d'aller plus vite, évidemment. Et puis, alors là, je vous ai parlé de projets beaucoup plus structurants qui vont mettre un petit peu de temps, forcément, même si ils avancent déjà quand même bien. On réagit, nous aussi, sur deux champs. La dimension du collectif, puisque l'ensemble des GHT sont membres du GIP et viennent dans les communautés qui sont créées pour justement qu'on puisse discuter, voir comment est-ce qu'on s'adapte, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut répertorier qui a quelles compétences. Ça, c'est une chose qui peut être intéressante pour le partage et l'adaptation. Et puis, on a aussi des démarches de mise à disposition de task force. Alors évidemment, c'est jamais aussi bien que quand vous le faites directement avec des sociétés avec lesquelles vous travaillez, qui vous connaissent. Mais toujours est-il que nous, sur un niveau plus global, et peut-être ça peut concerner alors ou des très gros événements où là où il faut du monde, ou alors plutôt des petits événements sur des petits établissements qui là pour le coup n'ont pas vraiment travaillé cet aspect-là. Et donc nous on a une task force régionale avec 2 sociétés derrière sur lesquelles on est en capacité de pouvoir déployer rapidement. Évidemment c'est des choses qui sont à discuter à chaque fois pour chaque événement avec l'ARS, avec le grade, avec l'établissement pour voir si on la déclenche et si c'est nécessaire. Mais on est bien dans le plan de remédiation pour aller plus vite et diminuer les problématiques d'indisponibilité. Et puis, dernier axe, et j'en finis là, la dimension régionale de la mise en place d'un SOC, hein, donc un centre opérationnel de sécurité. C'est très difficile à titre individuel en tant qu'établissement de le faire. C'est beaucoup plus simple, surtout s'il y a des financements, de réfléchir à une réflexion globalisée, régionale, de mettre en place un système comme ça, soutenu par l'État, avec des financements, soutenu par des structures comme les nôtres. Donc voilà, nous, on travaille et on essaye de venir avec des réflexions beaucoup plus macro sur des champs sur lesquels les établissements ne peuvent pas aller. Voilà, je pense que cette note lueur d'espoir pour les établissements de santé avait le mérite de clore cette table ronde. Madame, messieurs, je vous remercie toutes et tous pour votre participation à nos débats sur le défi de la résilience et la permanence du service en cas de cyberattaque. Un grand merci à Monsieur Testu qui a accepté de témoigner. Avec plaisir. Vraiment, c'est pas souvent qu'on peut avoir des victimes qui acceptent. Et là, je crois que moi, pour cette journée cyber, j'ai eu 3 victimes qui ont accepté. Bravo à toutes les 3 et bravo à vous, Monsieur Testu. Merci, vous pouvez les applaudir.